Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue au dévoilement de l'étude de l'analyse de l'empreinte carbone institutionnelle de Polytechnique. Mon nom est Patrick Sigana, je suis conseiller en développement durable à Polytechnique. Je suis accompagné d'autres membres du bureau. Il y a Shirley Fagnen, également conseillère au BDD, qui est là. Il y a Alexandre Courchaine, que vous allez entendre dans quelques instants, qui a réalisé l'étude et qui va en présenter les faits saillants. Juste avant ça, je vais peut-être faire un petit plan de la présentation. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte, pourquoi on a fait cette analyse, quand, et quelles sont les étapes qui vont suivre. Alexandre va ensuite expliquer d'où vient le projet, pourquoi une ACV d'empreinte carbone, c'est quoi une ACV pour les organisations, qu'est-ce qu'on a inclus dans le périmètre de cette ACV, la méthodologie, les résultats principaux, les analyses, et ensuite la parole sera à vous. En fait, il y a 2 micros, vous avez vu, on veut vous entendre, on veut entendre vos idées, vos commentaires, vos réactions là-dessus. La présentation actuellement est filmée, c'est pas diffusé en direct, mais c'est filmé, ça va être disponible sur notre site dans quelques jours. Par contre, la période de discussion ne sera pas diffusée. On va la garder, on va l'enregistrer pour nos propres besoins. Mais donc, si vous êtes des choses que vous préféreriez pas dire, sachant que c'est filmé, inquiétez-vous pas, ça va rester avec nous. Au pire, si vous y tenez, vous pouvez demander qu'on arrête de filmer pendant votre intervention, puis il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on a voulu mesurer l'empreinte carbone de Polytechnique? Évidemment, c'est lié à l'urgence climatique, mais dans l'actualité récemment, il y a eu bien sûr les manifestations, les mobilisations au Québec et ailleurs autour de cette question. En particulier, bien sûr, il y a eu la grève auquel Polytechnique a pris une part très active le 27 septembre dernier. Il y avait, et je l'ai gardé, dans les petites questions référendaires qu'il y avait eu, il y avait des revendications qui étaient adressées au gouvernement, mais une qui visait spécifiquement les institutions d'enseignement. Donc, j'en ai mis un extrait là, que les institutions d'enseignement adoptent la tenue d'un bilan carbone institutionnel. Donc, on a vu ça, on était super heureux parce que c'était déjà en cours. Bien sûr, on n'a pas commencé ça le 27 septembre. C'est une analyse qui a nécessité beaucoup de travail, comme vous allez voir. Mais disons que le synchronisme était parfait. Disons, dans la foulée de ces manifestations-là, Polytechnique a mis sa signature sur une lettre d'urgence climatique avec une dizaine d'autres universités québécoises et, au dernier décompte, environ 250 à travers le monde, pour prendre acte du fait qu'on est dans une situation d'urgence climatique, il faut faire quelque chose. Ces universités signataires-là, comme Polytechnique, se sont engagées à atteindre la carboneutralité. C'était pas toujours la même cible dans le temps. Pour Polytechnique, on s'est engagé pour 2050. Donc, encore une fois, ça tombait bien qu'on avait une ACV, une analyse carbone, parce que pour atteindre la carboneutralité, il faut savoir d'où on part, quelles sont nos principales sources d'émissions, puis comment on fait pour les réduire à zéro. Par ailleurs encore, on est en ce moment dans une démarche d'élaboration d'un nouveau plan d'action en développement durable pour Polytechnique. Le plan d'action précédent 2016-2020 échoua donc le 30 avril de cette année. Et cette activité aujourd'hui à laquelle vous êtes présents s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de consultation et d'autres sondages et moyens de recueillir vos idées sur ce que devrait contenir le plan d'action Polytechnique en développement durable 2020-2024. Bien sûr, je parle d'une série d'activités de consultation parce que le développement durable, c'est beaucoup plus que les seuls changements climatiques. Donc, s'il y a d'autres thèmes, d'autres axes qui vous intéressent, vous aurez l'occasion de vous faire entendre sur ces sujets-là. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alexandre Courchaine, qui est chargé de cours et coordonnateur d'orientation thématique développement durable à Polytechnique et qui est en fait l'auteur de l'étude en question.
Bonjour tout le monde. Donc, je vais m'ajuster un peu. Voilà. Une analyse du cycle de vie institutionnel qu'on a réalisée pour Polytechnique. Donc, je vais reculer un petit peu pour revenir justement à la genèse. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée-là, avant justement l'urgence climatique et toutes ces demandes-là. C'est parti, en fait, d'une autre analyse du cycle de vie qui a été réalisée à Polytechnique par le CIREG qui portait sur la vaisselle jetable. Donc, vous savez sûrement qu'il y a en fait, depuis longtemps, Poly se servait d'assiettes en polystyrène et d'ustensiles en plastique. Et ça causait quand même beaucoup de soucis à beaucoup de personnes. Moi-même, à l'AEP, il y a de ça quelques années quand même, je luttais pour que Poly s'achète un lave-vaisselle à la cafétéria, mais je n'ai pas réussi jadis. Et donc, là, c'était la question, toute cette vaisselle qu'on jette, quel est l'impact environnemental lié à ça? Et si on passait par exemple au biodégradable ou au réutilisable, quels seraient les impacts environnementaux? Donc, cette étude-là, elle est disponible publiquement sur Internet. Et sans rentrer dans les détails, en fait, ça, c'est un peu une des slides résultantes finales de l'analyse. Et ce que ça montre ici, donc le scénario, en fait, quand on avait encore de la vaisselle en styromousse, ça ici, c'est l'empreinte carbone de la production de toutes les assiettes, tous les ustensiles, les verres, etc. et la gestion en fin de vie de tous ces objets-là, ainsi que la nourriture de Polytechnique. Et donc, première conclusion qu'on voyait là-dedans, c'est que les scénarios biodégradables, il n'y avait pas nécessairement d'avantages notables, puis que le scénario de la vaisselle réutilisable, c'était le plus intéressant. Donc ça, c'était assez surprenant pour nous. Mais ce qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est le chiffre en absolu ici. Donc, c'est l'équivalent de 20 tonnes de CO2. C'est-à-dire que produire toute la vaisselle pendant toute l'année et gérer les déchets de la cafétéria pendant toute l'année génère 20 tonnes de CO2. 20 tonnes de CO2, c'est pas tant que ça, en fait. Donc, cette étude-là a quand même coûté plusieurs milliers de dollars. Et si on voulait, par exemple, compenser 20 tonnes de CO2 à 20 $ par année, ça fait 400 $ par année. On pourrait probablement compenser toutes les émissions qui génèrent la cafétéria. Et donc là, l'idée, c'était de, bon, si on sait que c'est 20 tonnes de CO2 pour la cafétéria, qu'est-ce qu'il y en est du reste? Est-ce qu'on pourrait justement mettre ça en perspective avec les autres impacts de Polytechnique? Et donc, l'idée de faire une ACV organisationnelle. Donc, une ACV organisationnelle, c'est justement d'essayer de vérifier les impacts environnementaux. Ici, on se focus seulement sur les changements climatiques qui proviennent directement de Polytechnique. Donc, ils vont être émis, par exemple, dans les bâtiments qui appartiennent à l'organisation ou la cheminée ici qui brûle du gaz naturel. Donc, c'est des CO2 émis à Polytechnique, mais aussi les émissions pour lesquelles Polytechnique a possiblement un levier d'action. Donc, Polytechnique n'est pas responsable des émissions des avions, des professeurs qui s'en vont, par exemple, dans des conférences. Donc, c'est Air Canada qui émet ces émissions-là. Sauf que Polytechnique a possiblement un levier pour changer ça, possiblement un levier pour changer la façon que les gens se déplacent pour venir à Polytechnique, la façon que les gens s'alimentent quand ils sont à Polytechnique. Et donc, l'ACV organisationnelle essaie justement de couvrir tous ces leviers possibles pour lesquels Polytechnique a un impact environnemental au niveau des changements climatiques. Donc, ça, c'est pour l'ACV organisationnelle, donc, que j'ai réalisé dans une année environ et qui a été aussi validé et vérifié par le CIREG, donc Jean-François Ménard, un ancien collègue, qui a vérifié mes travaux. Donc, l'objectif officiel ici, c'est d'obtenir le bilan carbone complet des opérations de Polytechnique, donc en incluant les émissions directes et indirectes. Ça nous permet de déterminer les principales sources d'émissions, donc où proviennent les émissions principalement, et aussi ensuite travailler pour les cibles à atteindre et l'évolution dans le temps. Donc là, ici, on a l'idée de carboneutralité pour 2050. Est-ce que c'est possible et comment on pourrait le faire? Donc, c'est assez utile pour aller vers ça. Pour réaliser cet ACV, on a pris une approche qu'on appelle hybride. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse du cycle de vie, on sait qu'on rentre quand même assez profondément dans les détails. Donc, par exemple, d'où provient la matière qui est allée dans ce bureau? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que le carburant qui a été utilisé pour la faucheuse dans la forêt, etc.? Donc,
On peut rentrer assez rapidement dans beaucoup de détails. Et évidemment, Polytechnique achète énormément de choses dans une année. Ça peut être un laser femtoseconde en génie physique ou des lunettes de sécurité pour les laboratoires ou une pompe, etc. Et on ne pourra pas prendre le temps d'aller analyser chacun de ces objets-là profondément et précisément. Et donc, on prend ce qu'on appelle une approche hybride où on va utiliser les données financières. Ça permet de répondre au fait que les données justement sur le nombre de lunettes qu'on achète à chaque année ne sont pas facilement accessibles non plus. Et donc, pour une portion des données, justement, on est allé prendre des données financières et pour l'autre, on a pris des données physiques. Donc, par exemple, la quantité de bœuf qu'on achète, la quantité de gaz naturel qu'on brûle dans la fournaise. C'est pourquoi on était assez à même de trouver ces données-là. Donc, une combinaison de ces deux approches-là. Ça, c'est un peu vite. Donc, c'est les différentes étapes du cycle de vie qu'on a considérées. Ce qui est en bleu, ça correspond à des données financières. Les données financières sont couplées à la base de données Input-Output Canada. On a justement l'expert dans la salle si vous avez des questions pour lui. Merci Pascal. Et c'est-à-dire que on va prendre par exemple la quantité d'équipements de laboratoire qu'on a acheté. On va avoir une donnée financière. Puis on a une base de données qui nous dit pour chaque dollar investi dans de l'équipement de laboratoire émet précisément tant de tonnes de CO2 équivalent. Et donc on correspond les différents types de catégories commerciales avec des facteurs d'émission. On en a pour les voyages, pour l'hébergement, pour l'entretien des bâtiments, pour la fabrication des véhicules à Poly. Et on a aussi des données où on avait les données quantifiables, donc les aliments achetés par Aramark pendant une année, les transports pendulaires, donc on avait des sondages, ce que Poly consomme en termes énergétiques à chaque année, et aussi pour la fin de vie, donc au niveau de quantité de déchets générés, on a des données précises qui proviennent du rapport de développement durable, et donc on a utilisé ça pour qualifier ça. Et donc les résultats se déclinent comme ça. Donc dans les grandes catégories, on a opération. Bon, premièrement, le chiffre, donc 25 000, à peu près 25 000 tonnes de CO2 équivalent en une année d'opération. La majorité des impacts proviennent des opérations même de Polytechnique, et donc principalement de la fournaise au gaz naturel qui va libérer 4 000 tonnes de CO2 par année. Donc ça met déjà en perspective le 20 tonnes qu'on avait tantôt avec notre vaisselle. Les autres ici qui complètent, c'est l'entretien. Donc ça, c'est toute la maintenance dans les bâtiments, les travaux de réfection, les briques, etc. Et un peu d'électricité, de mazout et de carburant qui vont dans les différents véhicules pour entretenir le site. Deuxième catégorie, c'est approvisionnement, donc tout ce qu'on achète. Donc ça, a été modélisé avec l'approche économique. On va voir un peu plus les résultats. Pendulaire, donc ça, c'est le transport des employés étudiants qui viennent à Poly. Déplacement professionnel, ça correspond vraiment à surtout les déplacements en avion pour les conférences, etc. Il y a quand même une certaine incertitude, évidemment, quand on fait une approche économique, parce que moi, j'ai $1 investi en déplacement. Donc, ce n'est pas nécessairement proportionnel à la distance. Évidemment, des fois, ça coûte pas mal plus cher aller, par exemple, à Coudjouac en avion que d'aller en France, mais les distances sont relativement, j'imagine, plus longues pour aller en France, mais je ne l'ai pas calculé. Donc, va possiblement générer plus de GES, et donc, ce n'est pas nécessairement toujours proportionnel. Finalement, ce qu'on achète à la cafétéria et ce qu'on génère en termes de déchets au site d'enfouissement, donc le 83 en bas. Si on creuse un peu les résultats, pour l'approvisionnement, donc on est à 6400 tonnes de CO2. Le plus gros contributeur, c'est les appareils de laboratoire, suivi des services professionnels. Donc ici, évidemment, c'est assez corrélé à la quantité d'argent qu'on dépense dans ces secteurs-là. Là, il y a quand même une caractéristique que ces données-là ont été modélisées avec les codes de budget scolaire, qui c'est les UBR, je me rappelle bien. Et donc, il fallait déterminer qu'est-ce qui rentre dans un UBR spécifiquement, puis à quelle catégorie dans la base de données input-output ça correspond-il le mieux. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, il y a plein d'affaires dans un UBR, des fois, il y a juste un truc. Il y a un UBR pour l'azote liquide, mais il y a un UBR pour les déplacements à l'extérieur du Canada, qui inclut des taxis, des trains, des avions, des hôtels,
des repas. Fait que là, il faut faire des hypothèses et puis partir avec ça. J'en profite justement pour dire que justement, il y a une certaine incertitude dans le 25 000 tonnes ici. C'est pas un 25 000 précisément. Évidemment que justement, avec l'incertitude des données économiques de Poly et de la base de données, il y a une certaine... donc, on ne peut pas prendre le 24 938 tonnes précisément. C'est pour donner des ordres de grandeur entre chaque catégorie pour comprendre justement d'où provient l'impact en gros. Donc, ensuite, on voit donc ce qu'on achète pour les labos, les services professionnels. Donc, ça, c'est surtout avocats, architectes, ingénieurs. Ensuite, différentes choses qu'on achète comme les appareils électroniques, matériel de bureau. Il y a l'abonnement bibliothèque. Donc, on dépense quand même substantiellement beaucoup d'argent là. Et il y a une catégorie input-output qui correspond aussi. Donc, tous les serveurs et services d'éditeurs. Et ça descend comme ça. Puis, il y en a pas mal de catégories. Ensuite, transport pendulaire. De façon assez intéressante ici, évidemment, on peut s'imaginer que la voiture solo en bleu, voiture passager orange, bus en gris et métro en jaune. Donc, le métro, il génère quasiment aucun impact CO2 parce qu'il est alimenté avec l'électricité québécoise. Donc, se déplacer en métro au Québec, à Montréal surtout, et seulement, c'est évidemment très peu d'impact. Pour ce qui est de la voiture solo, donc c'est vraiment ça qui génère le plus d'impact, on est à 11% des usagers et 68% des GES. Et une distance moyenne de 23 km. Donc ça découle d'un sondage d'environ 400 répondants de Poly, quand il y avait eu le sondage Voyager Futé. Et donc on était capable, pour chaque type donc, de participants à l'école, si on veut, là, de déterminer leur distance moyenne. Donc c'est pas si loin que ça, 23 km non plus. C'est sûr que ça dépend où, dans quelle direction le 23 km. Des fois, c'est plus long ou moins long à cause de l'île, évidemment. 35% des déplacements sont en transport actif. Donc là, on n'a pas associé d'émissions de CO2 à ces déplacements-là. 62% des déplacements en transport en commun, ça correspond à 28% des GES. Donc, quelqu'un qui vient à temps plein, donc 5 jours par semaine, sauf l'été, en voiture, génère 2,6 tonnes de CO2 par année à peu près. Donc, avec 8 étudiants, par exemple, qui changeraient, peut-être 10 étudiants qui changent de la voiture solo au transport en commun, on vient d'avoir une réduction équivalente, justement, à toutes les émissions liées à la production de vaisselle de la cafétéria. Donc, il y avait justement, même moi, étant partie de la communauté, une stigmatisation de la vaisselle qu'on jette à chaque fois, mais quand on met ça en perspective, avec le CO2, c'est un peu différent. Donc, ça, c'est les impacts de la cafétéria. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la liste des ingrédients de ce que Aramark a acheté pendant une année complète. Et j'ai pu catégoriser ça dans à peu près 40 ingrédients. Donc, en faisant des fois des petits raccourcis, comme par exemple une viennoiserie, je disais que c'était du sucre puis de la farine. Puis, pour simplifier un peu la chose, donc 40 ingrédients primaires. Puis j'ai résumé des choses ensemble. Donc, ce qu'on consomme le plus à Poly, c'est des patates. Mais ce qui émet le plus, c'est de loin le bœuf. Donc, le bœuf, on est à 10% massique de ce qui rentre à la cafétéria, mais 60% des GES. Si on inclut porc et poulet, on tombe à 21% massique et 80% des GES. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on s'imaginait, qu'on savait que la viande génère quand même passablement plus d'impact du changement climatique que les autres aliments. Mais ici, c'est vraiment, encore une fois, un peu plus dans notre visage. Donc, la vaisselle, c'est 1% de la catégorie approvisionnement à Aramark. Donc, c'est résumé assez rapidement, évidemment. Dans le fond, petite précision ou recommandation, discussion par rapport à cette étude que j'ai faite. Donc, il y a évidemment, c'est ça, les résultats ne sont pas nécessairement précis, comme j'en ai parlé. On utilise déjà les cas d'UBR de Poly qui ne sont pas très précisément, ils ne regroupent pas nécessairement toujours les mêmes choses. Et donc, c'est intéressant quand même parce que ça permet de cerner des ordres de grandeur, puis après de travailler, puis de permettre aussi d'améliorer les données dans une étude future. Il manque justement de données physiques. Entre autres, moi, je trouve que par rapport au voyage, au déplacement professionnel, il n'y a pas de données en ce moment. C'est combien de voyages qui sont faits, quelles distances sont parcourues en avion,
Donc, il y aurait possiblement les moyens de faire ça. Donc, moi, j'ai fait des exercices similaires pour d'autres organisations, puis eux, ils avaient justement les codes d'aéroport pour tous les déplacements. Puis quand on faisait l'analyse organisationnelle, comme ça, on était capable de déterminer les distances parcourues en avion et donc d'avoir quelque chose de assez fiable sur le CO2 émis par les gens qui se déplacent. On avait la même chose pour les trains, puis on avait les quantités d'argent dépensées en taxi. Donc ça, on est assez capable justement de déterminer des kilomètres découlant de ça. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir à Poly, par exemple, un système de déclaration? Quand quelqu'un veut se faire rembourser un voyage, il doit déclarer ailleurs ou je ne sais pas trop comment ses distances et prendre ça en compte. Sinon, il y a aussi, évidemment, tous les achats que Poly fait. Il y a énormément de travail à faire pour faire des ACV là-dessus, puis on n'a pas nécessairement le temps de faire ça, mais il existe des déclarations environnementales de produits. Donc, on peut acheter, par exemple, un écran d'ordinateur, puis le fabricant a déjà fait son calcul GES. Et donc, nous, on pourrait possiblement cumuler ces choses-là et utiliser les valeurs des fabricants pour améliorer la qualité de notre évaluation. Donc, ça couvre ce que je voulais parler. S'il y a des questions plus tard, je vais rester aussi. Merci beaucoup, Alexandre.